Bonjour à tous, merci d'être là. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre du Forum de l'accessibilité, co-organisé par l'Office du tourisme et des congrès de Paris et la mairie du 3e arrondissement. Euh, Bienvenue à cette première table ronde dont le thème est réglementation et obligations. Où en sommes-nous en 2017 ? Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Brigitte Taurin, déléguée ministérielle à l'accessibilité, Nicolas Norman, adjoint à la maire de Paris, chargé de toutes les questions relatives aux personnes en situation de handicap et à l'accessibilité, Michel Lepoutre, président de la commission juridique, fiscale et réglementation au GNIC Nord 4, et Monsieur Jean-Pierre Chedal, membre élu de la CCI Paris. Voilà. Donc, nous allons commencer par quelques questions auprès de Madame Taurin. Alors, je vais vous poser quelques questions, mais l'idée c'est de discuter entre nous et de réagir aux propos de chacun. Et il y aura 10 minutes, 15 minutes à la fin de la table ronde pour vos questions, bien évidemment. Donc nous allons commencer avec vous. Merci d'être là, tout d'abord. C'est un plaisir et même un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Moi j'aurais souhaité que vous nous fassiez un petit point sur les ADAP et notamment aussi sur les registres publics d'accessibilité. Et également, j'aurais voulu savoir, on aurait voulu savoir, donc, où en était le décret qui va modifier le décret du 5 novembre 2014 à propos des ADAP et de possibles assouplissements. Oui, alors, vaste programme. Bonjour à tous. La loi de 2005 qu'on appelle entre nous la loi handicap qui a été une évolution majeure de la prise en compte de l'accessibilité au sein de notre pays, avait prescrit que tout devait être accessible à tous en 10 ans, donc être accessible pour 2015. Et lorsqu'on s'est rendu compte que manifestement on n'y arrivait pas, on a lancé une grande concertation pour essayer de bâtir un dispositif qui permette une réelle mise en accessibilité, en particulier des établissements recevant du public et des transports également. Ce dispositif a vu le jour en 2015, c'est le fameux ADAP dont vous avez parlé. L'ADAP, c'est un agenda d'accessibilité programmée. En quelque sorte, c'est un contrat qui est passé entre le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public et l'État pour déterminer d'une part quels sont les travaux qui sont nécessaires et les actions à mettre en œuvre qui sont nécessaires pour la mise en accessibilité de l'établissement après avoir réalisé un diagnostic. Donc quels sont les travaux qui sont nécessaires et comment je vais m'organiser pour les faire, puisque la loi, d'abord l'ordonnance de 2014 puis la loi de 2015, a accordé, au vu de ce contrat, la possibilité de réaliser ces travaux d'accessibilité en 3 ans. C'est le cas général, mais jusqu'à 6, même 9 ans en cas de complexité à réaliser ou en cas d'importance du patrimoine. Voilà, donc ce dispositif a été mis en place à partir de 2015, il a tourné à plein régime en 2016, il tourne encore, il a montré son efficacité, et s'il a été efficace, c'est grâce au soutien de tous pour l'entrée dans la démarche des propriétaires ou exploitants de ces ERP. Je tiens notamment à remercier CCI France qui nous a aidés, mais les communes, les services de l'État, tous les professionnels et tous les acteurs de l'accessibilité qui ont apporté leur concours à ces gestionnaires de RP et aux propriétaires de RP pour qu'ils réalisent cette grande ambition que de rendre nos établissements recevant du public accessibles. Alors le dispositif, je l'ai dit, est un vrai succès puisque alors qu'entre 2005 et 2015,
On avait à peu près 50 000 ERP qui s'étaient rendus accessibles, conformément à la loi de 2005. Depuis 2015, alors plus exactement fin 2015, on a 650 000 ERP qui sont entrés dans la démarche, avec l'essentiel de ces ERP qui seront accessibles en 3 ans. Et donc nous avons une échéance en 2018. Et nous allons compter les établissements recevant du public accessibles. Si ce beau résultat, 650 000 ERP dans la démarche, montre l'efficacité et la pertinence du dispositif qui a été imaginé en 2014-2015, il masque cependant une diversité dans la situation des propriétaires et gestionnaires d'ERP, puisqu'en l'occurrence, l'essentiel de nos petits ERP, alors petits, c'est affectueux dans la façon dont je les qualifie, les ERP de 5e catégorie, vous savez, ceux qui forment le tissu de notre vie quotidienne, donc nos commerçants, nos professions libérales, eh bien ces gestionnaires ou propriétaires de petits ERP, dits de proximité, ils ne sont pas rentrés suffisamment dans les démarches. En tout cas, ils ne sont pas rentrés à due proportion de leur poids représentatif dans l'ensemble des ERP. Et donc, nous allons leur apporter un soutien spécifique. Ils seront notre priorité pour l'année 2018, les aider à rentrer dans la démarche et à se rendre accessibles à peu près dans le même temps que ceux qui y sont rentrés dans les temps, à savoir avec un objectif de mise en accessibilité, on va dire 2018, voire fin 2018. Voilà. Donc un dispositif efficace, du travail de mobilisation et de soutien encore nécessaire pour les ERP de 5e catégorie, mais c'est pas un slogan, ça n'est pas une promesse non plus, mais c'est une perspective d'obtenir des établissements recevant du public accessibles dans des délais en nombre, dans un délai relativement court, puisque déjà au bout de 2-3 ans, on aura de bons résultats. Voilà pour les agendas d'accessibilité programmée. Oui. Alors, donc on me dit qu'il faut parler un peu plus près du micro. Oui. Bien entendre. Oui. Et concernant les registres publics d'accessibilité, donc en 2 mots qui consistent en fait à valoriser l'accessibilité de son établissement, qui est obligatoire depuis fin septembre 2017. Quels sont les retours? Est-ce que les établissements recevant du public jouent le jeu, entre guillemets? Alors, d'abord, les ERP ont joué le jeu parce qu'ils sont rentrés dans la démarche. Certains se sont déjà rendus accessibles. J'ai oublié de dire que à ce jour, depuis la mise en œuvre des ADAP, on a déjà au moins 55 000 ERP qui se sont rendus accessibles. Donc en une petite année, que l'on compare aux 50 000 en 10 ans. Donc je l'ai dit, donc les gestionnaires ou propriétaires de RP sont mobilisés et ils ont une nouvelle obligation qui est de tenir à la disposition du public le registre public d'accessibilité. En fait, ce registre, c'est une communication à l'égard des personnes qui sont concernées pour leur indiquer quels sont les... alors d'abord, si l'établissement est accessible, et là tout va bien, ou s'il est en cours de le devenir, quels sont les moyens mis en place par le propriétaire de l'ERP pour rendre accessibles ces prestations. Parce que j'ai oublié de préciser que le but ultime, ça n'est pas de pouvoir rentrer dans les établissements recevant du public,
mais c'est bien sûr de pouvoir bénéficier des prestations délivrées par cet établissement recevant du public. Donc ça va au-delà de règles dimensionnelles, par exemple, ou constructives, sur la construction le cadre bâti. Il faut aller bien au-delà, il faut aller jusqu'à des actions à mettre en œuvre pour que les prestations soient effectivement accessibles. Donc globalement, ils jouent le jeu, ils ont une nouvelle obligation, c'est d'établir une communication avec le personnel concerné sur le niveau d'accessibilité de leur établissement. Alors, ça a pu en effrayer quelques-uns. Voilà. Quand on fait de l'accessibilité, il faut avoir les nerfs solides. Et ça, c'était donc un entraînement. Voilà. Donc, certains ont pu être effrayés par cette nouvelle obligation, en se disant mais qu'est-ce que j'ai encore à faire ? Et donc, à la délégation, on a publié un guide à l'attention des propriétaires et gestionnaires de RP pour leur expliquer combien c'était simple de faire un registre public d'accessibilité. Alors c'est simple parce que, notamment pour les petits établissements, il suffit de collationner tous les éléments qu'on a déjà transmis à l'administration et toutes les réponses qu'on a obtenues de cette administration. Donc notamment l'ADAP, le suivi de l'ADAP, l'attestation d'accessibilité si l'établissement est accessible, etc., etc. Donc c'est très simple, ça se veut simple, la procédure, et en même temps, ça se veut utile. Donc l'objectif, c'est bien de donner une information simple, parce que pour qu'elle soit utile, il faut aussi qu'elle soit simple, une information simple et utile au public concerné sur le niveau d'accessibilité et un affichage donc de ce niveau d'accessibilité. Et quelque chose qui est intéressant dans le guide qu'on a proposé, c'est la recommandation d'installer sur son site internet, parce que les personnes handicapées préparent la plupart du temps leur déplacement ou leur arrivée dans un établissement. Donc mettre sur leur site internet s'ils en disposent, et d'ailleurs c'est possible aussi de faire les deux, au principal point d'accueil de leur établissement, une petite fiche de synthèse pré-rédigée en FALC, facile à lire et à comprendre, c'est-à-dire accessible notamment au handicap mental, mais rédigé également pour le rendre accessible aux personnes malvoyantes, puisque ce sont un petit peu les mêmes techniques qui sont utilisées pour ces deux types de handicap. Donc en FALC, hyper simple. On a juste à donner grosso modo son nom, son adresse, voilà, s'identifier, et à dire je suis accessible ou je ne le suis pas, Et si je suis accessible, le recto de la fiche suffit, on l'affiche comme ça, et on a indiqué que le personnel était sensibilisé ou formé à l'accueil du public vulnérable, et que le personnel connaissait le matériel, s'il y avait du matériel, et que celui-ci était entretenu et réparé quand c'était nécessaire. C'est tout. Ça, c'est utile pour les personnes concernées. Alors quand c'est accessible, la première page suffit, le recto suffit. Si on n'est pas encore accessible, alors là, il y a des informations qui sont très utiles pour les personnes concernées. C'est quelles sont les prestations qui ne sont pas accessibles, parce que souvent on est partiellement accessible. Donc quelles sont les prestations qui ne sont pas accessibles, et pour celles qui ne le sont pas, quand le seront-elles, ou peut-être ne le seront-elles jamais, parce que c'est impossible et qu'on a obtenu une autorisation
une dérogation, une autorisation de ne pas rendre accessible parce que ça n'était pas possible. Voilà, avec un jeu de symboles, on appelle ça des pictogrammes, avec le pouce levé qui veut dire tout va bien, le pouce horizontal qui veut dire bah, ça peut aller encore mieux, et puis le pouce vers le bas qui dit bah non, ça on n'y arrivera pas. Alors ça c'est très simple à réaliser, ça a été pré-rempli, travaillé avec les associations pour le handicap mental, ça a été élaboré avec les personnes concernées, et c'est donc très utile de pouvoir l'afficher au principal point d'accueil de son établissement ou sur son site internet pour donner cette information. Voilà, moi je suis accessible, ou moi je ne suis pas encore totalement accessible mais je le serai à telle date. Et puis moi il y a des choses que je ne peux pas rendre accessibles, mais c'est aussi sur le verso de la fiche, mais par contre j'apporte une aide qui permet quand même d'accéder à la prestation, même si elle n'est pas accessible en toute autonomie. Voilà, pour le registre. Alors, ce registre public d'accessibilité, il y avait une échéance pour le constituer, qui était à fin septembre, mais bien évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, il est toujours temps. Alors, non seulement il est toujours temps de le faire, mais par définition, le registre public d'accessibilité a vocation à évoluer dans le temps. Aujourd'hui, je ne suis pas encore accessible, mais j'ai fait un ADAPT. Donc, je sais que je serai accessible dans, par exemple, un an et demi. Et donc, du coup, mon registre a vocation à évoluer dans le temps au fur et à mesure que mes prestations deviennent accessibles. Donc, oui, on a encore le temps de le faire. Oui, il faut le faire parce que c'est important pour la communication avec son client finalement. Quand on est un établissement recevant du public, qu'on soit public ou privé, on a des clients ou des usagers. C'est important de le faire pour que les personnes les plus vulnérables de notre société puissent anticiper leur déplacement dans l'établissement recevant du public pour bénéficier des prestations qu'ils délivrent. C'est important, il faut le faire, vous pouvez encore le faire, c'est facile à faire et ça apporte de vraies solutions et une amélioration de la vie quotidienne des personnes les plus vulnérables. Merci Madame Thorin. Il reste 3-4 chaises si des personnes veulent les utiliser. Là. N'hésitez pas, avant de passer la parole à l'intervenant, à quelqu'un, à la personne suivante. Non. Bon. Monsieur Norman, au niveau de la mairie de Paris, est-ce que vous pouvez nous dire où en sont les 1800 établissements recevant du public donc de la ville? Et je pensais notamment, alors après on ira peut-être un peu plus dans le détail, mais je pensais notamment aux musées et aux équipements sportifs qui peuvent potentiellement être utilisés par les touristes, par les visiteurs. Est-ce que vous avez aussi des renseignements sur les dérogations qui sont souvent demandées, notamment je pense à l'aspect patrimonial de certains bâtiments, voilà, et où en sont en gros les établissements recevant du public de la ville. Merci de me donner la parole. D'abord je voulais saluer et remercier bien sûr Pierre Chapira qui m'a invité à participer à cette table ronde, le directeur bien sûr de l'Office du tourisme et puis l'ensemble des personnes qui sont là, Madame la déléguée. Comme le disait tout à l'heure Pierre Chapira, j'ai été élu par le Conseil de Paris très récemment, adjoint chargé des questions relatives aux personnes en situation de handicap et à l'accessibilité, donc depuis 2 mois très exactement. Et donc, bien sûr, je suis très heureux d'être là pour pouvoir partager avec vous quelques éléments sur ce sujet, sur cette question tout à fait importante, tellement importante d'ailleurs que le choix qui a été fait par la maire de Paris, Anne Hidalgo,
ça a été de constituer une délégation spécifique sur ce sujet-là, donc que j'ai l'honneur d'avoir en charge, ce qui n'était pas le cas précédemment, ce qui avait été le cas par le passé à la ville, mais c'est bien marqué la volonté d'avancer beaucoup et rapidement maintenant sur cette question de l'accessibilité. Je vais vous donner quelques éléments précis par rapport à la question que vous m'avez posée sur les agendas d'accessibilité pour les équipements publics de la ville. Mais avant de rentrer peut-être dans ces éléments un peu précis, je voulais quand même souligner une chose qui a son importance, c'est que la mise en accessibilité des équipements publics, c'est bien sûr une nécessité et un bienfait pour les personnes en situation de handicap. L'objectif, bien sûr, c'est de donner à toutes et à tous sa place dans la ville, mais c'est aussi, je dirais, un bénéfice pour l'ensemble de la société. Évidemment, les personnes qui visitent Paris, notamment les personnes qui viennent de pays étrangers pour lesquels c'est une évidence et une nécessité que l'ensemble des équipements soit accessible, ce qui n'est pas le cas chez nous, mais qui est le cas dans certains pays et pour certains visiteurs. Donc, mais c'est aussi, bien sûr, un bienfait pour les personnes âgées. Hein. On est aujourd'hui dans une société où les personnes de grand âge, comme on dit, sont de plus en plus nombreuses. Et donc, la mise en accessibilité, bien sûr, elle est tout à fait bénéfique aussi pour ces personnes-là, pour les personnes qui viennent à Paris, qui sont encombrées par des paquets, des bagages, la possibilité d'utiliser les transports, bah, c'est aussi un point positif. Donc voilà, la mise en accessibilité, c'est évidemment des questions d'obligation légale, mais au-delà de ça, c'est une vraie nécessité, je dirais, politique, au sens de politique publique, pour rendre accessible pour l'ensemble de la société les équipements publics. Pour répondre de manière un peu plus précise à votre question, à Paris, donc, il a été constaté en 2014 que sur les 2200 équipements, 520 étaient accessibles, donc ce qui est finalement assez peu, 23% des équipements. Et donc sur la base de ce constat, il a été décidé, je dirais, d'accélérer la mise en œuvre de cette accessibilité. Et donc des nouveaux plans ont été, et moyens ont été dégagés par la ville de Paris afin de programmer la mise en accessibilité de 1800 établissements recevant du public et plus de 400 installations. Des travaux sont programmés dans plus de 400 installations pour un montant global sur cette mandature, mais qui dépassera la mandature actuelle, de 70 millions d'euros, donc un chiffre très conséquent pour pouvoir réaliser cette accessibilité. Pour être un peu plus précis, et notamment pour répondre à votre question, sur les équipements sportifs, je prends les piscines, aujourd'hui 34 piscines sur 50 sont accessibles, mais il y a encore bien sûr des choses à réaliser. Les musées, des travaux ont été réalisés pour pouvoir rendre accessible en 2016 par exemple le musée Victor Hugo, la crypte archéologique de l'île de la Cité, et un certain nombre d'autres sont programmés dans les années qui viennent. Est-ce que vous avez eu écho de difficultés qui pourraient être un peu récurrentes pour la mise en accessibilité des équipements? Alors, la question en réalité, c'est de savoir, et la volonté que nous avons, c'est bien sûr de pouvoir mettre en place une accessibilité, ce qu'on appelle l'accessibilité universelle, c'est-à-dire à la fois la possibilité pour les personnes qui ont des handicaps différents, et donc de pouvoir réaliser pour les personnes sourdes et malentendantes, pour les personnes aveugles, des cheminements, la mise en place
de boucles d'induction magnétique pour les personnes malentendantes. Donc l'accessibilité, elle doit être prise au sens global. On a lancé, la ville de Paris a lancé et va lancer un plan très important, ça a été dit tout à l'heure, vous l'avez souligné, de formation des personnels, notamment les personnels qui accueillent dans les équipements publics. Il s'agit bien entendu de leur permettre d'accueillir du mieux possible des personnes avec ces types de handicaps différents. Et je pense là particulièrement aux handicaps mentaux, où la nécessité est importante que les personnes en situation d'accueil puissent réaliser cet accueil en étant formées pour pouvoir accueillir ces personnes. Les difficultés, il y en a, mais je crois que, en tout cas concernant les établissements publics, voilà, il faut une volonté politique forte, et donc au niveau de la ville, non seulement, je le disais tout à l'heure, la maire de Paris a décidé d'identifier de manière un peu spécifique cette délégation, mais on est en train de réfléchir aussi en termes d'organisation, de suivi et purement administrative, de pouvoir mettre l'accent et justement essayer de dépasser les difficultés lorsqu'il y en a. Et donc c'est une volonté aujourd'hui forte. Alors peut-être une dernière question par rapport à la stratégie tourisme de la ville, qui a été la première stratégie tourisme de la ville qui a été votée par le Conseil de Paris en novembre 2016. 2016, oui. Donc la fiche action numéro 29 concerne la marque d'État Destination pour tous. Donc Paris est en train de réfléchir à un éventuel périmètre. Donc l'échéance pourrait être celle de 2024, les Jeux Olympiques. Est-ce que voilà, Paris, est-ce que l'accessibilité touristique parisienne sera au rendez-vous des Jeux Olympiques et notamment paralympiques de 2024? Alors oui, effectivement, la ville de Paris a souhaité se porter candidate pour l'obtention du label Destination pour tous, avec, je crois que ça fera l'objet d'une table ronde. Oui, la dernière table ronde de la journée, oui. Cet après-midi. Bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir obtenir ce label, mais en même temps, c'est pas simplement l'obtention du label, c'est aussi la réalisation d'un certain nombre d'actions qui permettent d'accueillir du mieux possible les personnes en situation de handicap. Il est évident que la perspective, et en tout cas c'est comme ça que nous allons travailler, la perspective de l'organisation de grands événements, Pierre Chapira le disait tout à l'heure, mais parmi ces grands événements, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 doivent constituer à la fois une perspective. L'objectif, c'est que en 2024, il puisse y avoir, notamment pour l'accueil du public et du monde, que les choses soient réalisées en termes d'accessibilité, mais au-delà de l'événement en lui-même, utiliser cet événement comme élément de dynamisation de ces politiques publiques, avec des objectifs très importants. Les Jeux Olympiques et Paralympiques vont constituer quelque part une vitrine, puisque à l'occasion de cet événement, Paris et la France vont accueillir le monde, mais au-delà de ça, il faut que la dynamique autour de l'événement puisse permettre d'accélérer ces mises en accessibilité. Donc la volonté évidemment que nous avons à la ville de Paris, c'est bien sûr d'utiliser quelque part cet événement-là pour avancer et progresser sur les domaines de la mise en accessibilité, sur beaucoup de sujets, sur les transports. Il y a, je pense, matière à travailler beaucoup. Et puis, évidemment, dans le cadre de la réalisation des équipements pour les Jeux, qui devront et qui seront de toute façon réglementairement totalement accessibles.
Merci pour ces éléments de réponse. Maintenant, je donne la parole à Madame Lepoutre. Donc, un petit peu les mêmes questions, mais concernant cette fois-ci les hôtels, les restaurants, les cafés à Paris. Pareil, voir un petit peu où ces établissements en sont de leurs agendas d'accessibilité programmés, de leur mise en accessibilité tout court. Et également s'il y a quelques difficultés qui apparaissent assez souvent, quelles sont-elles, les solutions trouvées ou pas? Alors je vais vous parler à deux titres. Moi j'ai vraiment les mains dans le cambouis, parce que la fin... Ah, ça marche pas. Si. Ah, ok. Voilà, j'ai vraiment les mains dans le cambouis parce que je suis une exploitante hôtelière, donc voilà. Et je siège à la commission d'accessibilité de Paris, donc on va passer tous les dossiers de demande de dérogation. Je dirais quand même que les hôtels et les restaurants me semblent être parmi les bons élèves. En tout cas sur Paris, c'est pas qu'on soit meilleur que les autres, c'est parce que les hôtels ont une commission de sécurité et d'accessibilité qui passe tous les 3 ou 5 ans selon la catégorie. Donc forcément, on est quand même mobilisé sur le sujet, les restaurants également. Donc il y a aussi une chose qui pousse beaucoup, c'est pas seulement pour les hôtels et les restaurants, c'est les cessions de fonds de commerce, où maintenant les notaires demandent où l'établissement en est par rapport à la réglementation de l'accessibilité. Et ça, finalement, ça a motivé même les moins motivés. Parce que quand on veut vendre son établissement et qu'on s'aperçoit qu'il faut faire le point sur la chose et qu'on ne s'y est pas intéressé, ça devient assez compliqué. Donc, je pense qu'en matière de dossier, on est les bons élèves. Ce qui me déprime un peu, pour certains, c'est la qualité des dossiers. Si vous saviez le nombre de dossiers qui nous arrivent en commission, qui traitent de l'entrée dans l'établissement, qui est quand même le premier pas, qui ne donne ni la hauteur du seuil, ni la largeur de la porte, ni la largeur du trottoir. Évidemment, le dossier est rejeté, la personne ne comprend pas très bien. Il n'y a pas besoin de prendre un architecte, il y a juste besoin d'acheter un mètre et de mesurer ces 3 dimensions. Largeur de porte, hauteur de seuil, largeur de trottoir. Ça n'est pas compliqué et ça n'est pas fait dans un bon pourcentage de dossiers. Beaucoup de dossiers aussi qui ne donnent aucun plan, ni aucun plan coté, si bien qu'on a un beau rectangle, on n'a aucune idée de la dimension de l'établissement. Donc ça n'est pas facile non plus à instruire comme dossier. Je dirais que en matière d'hôtellerie-restauration, je pense que pratiquement tous les hôtels de Paris ont constitué leur dossier. Alors après, dire qu'ils ont obtenu toutes les dérogations, qui sont parfaits, c'est faux. Et les restaurants, je pense qu'on n'est pas loin d'atteindre ce pourcentage non plus. En tout cas, c'est la majeure partie des dossiers qu'on va passer en commission à Paris, c'est les hôtels et les restaurants. On aurait beaucoup moins de travail s'il n'y avait pas ces sortes d'établissements, c'est certain. Maintenant, je suis un peu moins optimiste sur le registre public d'accessibilité qui fait quand même pour l'instant l'objet d'un rejet. C'est-à-dire les gens se sont beaucoup mobilisés pour faire les ADAP, ils ont souvent payé des intervenants extérieurs. J'en profite pour dire qu'il y a des escrocs sur le marché qui vous envoient des propositions de dossiers avec le drapeau français, même le logo .gouv, enfin tout ce qu'on veut, et qui vous soutirent de l'argent, qui n'ont aucune qualification pour faire ça, et ne sont absolument pas mandatés par aucun organisme public. Ça, il faut vraiment le diffuser. Nous, on le dit dans nos syndicats, je pense que le bouche à oreille est efficace aussi, la Chambre de commerce le dit. Il y a une escroquerie sur tout le territoire français. Le site de l'ADM l'indique aussi. Ah oui, tout le monde se mobilise, il y a pas, mais il y en a beaucoup qui se font avoir. Le registre public, pour l'instant, donc après tous les efforts qu'ont fait les gens, est mal ressenti dans les professions. Il n'est pas si facile à remplir que ça. Il y a par exemple un truc tout bête, c'est qu'il y a énormément de dérogations qui ont été accordées par ce qu'on appelle DIA, c'est-à-dire c'est la décision implicite d'acceptation. C'est-à-dire vous avez envoyé un ADAP avec 1 ou 2 demandes de dérogation, on ne vous a pas répondu dans le délai prescrit, donc vos dérogations sont tacitement acceptées. Allez le prouver. Là, c'est le problème. C'est un vrai problème. C'est un problème un petit peu moins élevé à Paris parce qu'on a fini par obtenir, et c'est vrai que depuis 1 semaine, que le site de la préfecture de police a la rubrique professionnelle. Si vous allez dedans avec votre adresse, vous pouvez voir où en est votre dossier. Donc ça, je vous conseille d'y aller et de faire une capture d'écran.
Ça, c'est déjà la première chose. Mais sur le territoire français, je le dis à la déléguée ministérielle, ça n'est pas le cas. Et il y a énormément d'établissements qui sont en situation de décision implicite d'acceptation et qui n'ont aucun moyen de le prouver. En espérant encore qu'ils aient envoyé leur dossier en recommandé, ce qui n'est pas le cas partout. Oui, non, mais ça paraît tout bête, hein, c'est des choses très basiques. Ce qui me frappe aussi dans les demandes de dérogation, c'est qu'on a parfois des conflits à résoudre et qui ne sont pas si simples. Je vous parle par exemple d'un restaurant qui a actuellement 2 toilettes pour 70 personnes. Toilette homme, toilette femme ou 2 toilettes. La commission lui dit, vous n'avez qu'à réunir les deux, vous n'avez pas de problème pour faire des toilettes accessibles. Sur le papier, c'est très bien. En exploitation, vous supprimez un toilette. Et finalement, on est en conflit entre l'intérêt des personnes en situation de handicap, qui est tout à fait légitime, et l'intérêt du reste du public qui fréquente l'établissement, qui aura moins de confort d'utilisation de cet établissement. Et pour l'instant, j'avoue qu'on fait un peu du cas par cas et que ce n'est pas si simple. Voilà, ça c'est un point qu'on a très très souvent à résoudre. Parce qu'on a des... j'aime pas l'utilisation du mot conflit d'intérêts, parce que ça fait appel à des concepts boursiers. Mais on voit bien que des fois, on arrange une catégorie de la population au détriment de l'autre catégorie. Et que ça n'est pas si simple à résoudre et qu'on n'a pas de texte. On fait les décisions, j'allais dire, du moins mal qu'on peut, mais on a bien le sentiment que ça n'est pas parfait. Donc voilà surtout ce que je voulais vous dire. Merci, Madame Lepoutre. Madame Tourin, vous voulez Oui, je voudrais réagir juste intervenir sur 2 points. Sur le premier point, les décisions implicites d'acceptation, c'est effectivement une difficulté qui va être rapidement contournée et qui permettra à chacun qui en a bénéficié d'avoir le document qui lui permettra de l'afficher dans son registre public d'accessibilité. Et donc je note que si c'est la seule difficulté pour faire le registre public d'accessibilité, il va en pousser beaucoup dans tous nos établissements recevant du public, puisque nous allons résoudre cette difficulté. Ma deuxième intervention, alors excusez-moi, je l'ai dit souvent, depuis que je suis déléguée ministérielle à l'accessibilité, je passe ma vie dans les toilettes. Bon, je vous rassure, je fais bien d'autres choses plus intéressantes. Les toilettes sont effectivement une difficulté pour les établissements recevant du public qui en disposent. Voilà. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que quand il n'y a pas possibilité de faire, eh bien, il y a des dérogations qui sont possibles et qui sont accordées. Et pour finir, on ne fait jamais de travaux pour les personnes en situation de handicap au détriment des autres personnes. Jamais. On fait des travaux d'accessibilité qui bénéficient aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux personnes vulnérables, mais également améliore le confort d'usage de tout un chacun, y compris de ceux qui ont la chance de ne pas avoir connu ou la chance de ne pas avoir à connaître l'enfer que peut être la situation d'être handicapé. Voilà. Et donc, si vous me permettez, passer de 2 toilettes à un seul au détriment de la population qui n'est pas handicapée, ça je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas l'entendre parce que ce qui est important, c'est que dans cette situation-là, on est dans la situation où on peut installer un sanitaire adapté et que c'est loin d'être le cas de la majorité des établissements parisiens qui, pour des raisons techniques tout à fait recevables, ne peuvent pas adapter leurs toilettes. Voilà. Et ce que je voulais dire également, c'est que quand on accorde des dérogations, on demande aussi
à ce qu'on puisse mettre en place des mesures de substitution. Parce que le but du jeu, c'est pas de rejeter une partie de notre population. C'est pas le but du jeu. Les mesures de substitution, ça peut être de l'aide, ça peut être de l'organisation différente, etc., pour permettre à tout un chacun de bénéficier des services et surtout de la vie au sein de notre société. Voilà. Excusez-moi, mais je râle souvent parce que je suis obligée de faire le tour des toilettes. Mais entendre qu'on réduit le confort des autres usagers pour le seul bénéfice des personnes handicapées, ça je peux pas l'entendre. Merci. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Chedel, donc pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Par rapport aux services et conseils aux entreprises que vous proposez, quelles actions menez-vous pour l'amélioration de l'accessibilité des établissements recevant du public, des commerces notamment, sur le territoire parisien, francilien? Alors bonjour à toutes et à tous. La Chambre de commerce par rapport à l'accessibilité, au démarrage, la loi handicap, c'est une longue histoire. C'est une histoire, premièrement, d'information. Nous avons organisé en 2008, 2010, 2012 des forums accessibilité à la Bourse du Commerce à l'époque. Après, nous avons organisé à la Chambre Place de la Bourse, nous avons organisé 22 réunions d'information sur l'accessibilité, les phénomènes d'accessibilité. Nous sommes sortis aussi en mairie, puisque nous avons, je pense à la mairie du 3e, parce que nous sommes venus 3 fois en réunissant les commerçants pour à la fois dialoguer, parler et trouver des solutions optimales au phénomène du commerce et au phénomène d'accessibilité. Nous avons, au titre de la Chambre de commerce, un service permanent avec Madame Bayeul qui donne toute assistance aux commerçants qui en font la demande. Cette assistance, elle repose sur 2 pôles. Le premier pôle, c'est le pôle diagnostic, et puis ensuite, c'est le pôle ADAP. Et en dernier lieu, je siège aussi en commission accessibilité à la sous-préfecture de police, et là, on mène un travail qui est un travail de concertation, qui est un travail d'analyse, et qui est un travail que l'on mène avec les architectes de la ville de Paris. Et bien évidemment, on s'attache à trouver des formules qui satisferont tout le monde, madame. On s'y attache. On s'y attache. Je veux dire que le travail était colossal et je ne le méconnais pas. Et vous avez raison de dire que c'est un travail colossal, parce que si je devais faire une petite synthèse sur ce qui se passe à Paris, on n'est pas dans le prêt-à-porter, on est sur le sur-mesure. Et le sur-mesure, ça veut dire que on a le bonheur d'avoir un patrimoine historique qui est riche, qui est dense, que beaucoup de gens nous envient. Et puis on a aussi un autre bonheur, parce qu'on travaille pour tout le monde, on travaille aussi pour les touristes. Monsieur Chapira, je crois qu'on a plus de 35 millions de personnes qui visitent Paris, donc ça a de l'importance. Et j'allais dire un mot politiquement incorrect, mais vous m'excuserez, je crois que le handicap, c'est aussi un outil de communication et de marketing pour la population mondiale. Et Paris est une vitrine que tout le monde nous envie. Il faut qu'on soit à la hauteur de bien l'accueillir. Voilà, cher monsieur, c'est ce à quoi sert une chambre de commerce sur le sujet précis. D'accord, donc par rapport aux 2 services permanents, donc, enfin, au service permanent avec le pôle diagnostic, pôle ADAP, est-ce que vous pouvez nous dire, pareil, un peu toujours la même question, les problématiques un peu récurrentes, les solutions trouvées, est-ce que vous, dans vos outils, vous avez du coup des solutions un peu proposées Alors, la première solution, c'est ce que disait Madame Lepoutre tout à l'heure. C'est vrai que de temps en temps, c'est un peu frustrant de voir que des dossiers sont déposés sans matière technique. Donc nous, notre sujet, c'est de dire, à partir du moment où un commerçant vient nous voir, qu'il soit restaurateur, hôtelier ou commerçant de bouche ou autre, notre premier devoir, c'est de lui dire, on ouvre le dossier ensemble, on regarde comment se situent les problématiques, on regarde le type de relation qui existe avec le bailleur, parce que on peut avoir des problèmes de bailleur, il faut les traiter. Et ensuite, techniquement, bien évidemment, on s'attache
avec un cabinet qui est spécialiste du dépôt d'ADAP, on s'attache à avoir une élaboration de plan qui permettra de prendre une décision. Moi, j'insiste beaucoup sur l'aspect technique. C'est vrai que le premier sujet, et dès qu'on parle du handicap, on en parle avec beaucoup d'émotion. Ce qui est normal, d'ailleurs. Par rapport à ça, ça ne laisse pas indifférent. Quand vous êtes en commission à la sous-préfecture de police et que vous avez les associations d'handicapés, ben vous ne restez pas indifférent à l'enfer que peuvent vivre ces gens-là. Et puis de l'autre côté, on est dans le domaine de la vraie vie où on doit trouver des solutions optimales. Donc la chambre de commerce, ça sert à ça. Merci beaucoup. Oui, Madame Lepoutre. Je voudrais dire quelque chose dans les solutions optimales. L'arrêté du 8 décembre 2014 a autorisé les rampes amovibles. Alors le problème, c'est que ce qu'ont oublié l'ensemble des commerçants, c'est le mot amovible. Alors on les a sur le trottoir toute la journée, et là on a les personnes malvoyantes qui se prennent les pieds dedans. Donc en fait les commerçants, c'est très bien, ils ont mis une rampe amovible, mais qui laissent toute la journée, parfois même la nuit. Je me suis amusée à voir ça ce matin. À 8h du matin, il y avait dans la rue toutes les rampes amovibles qui étaient mises, donc rétrécissant le trottoir et présentant un danger pour les personnes malvoyantes. Et là, on commence à avoir un énervement très fort de l'Association des paralysés de France, et je les comprends. Donc il faut absolument diffuser le message que la rampe amovible, elle n'est pas mise tout le temps, on a une sonnette et on vient la mettre quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est un équipement à préciser sur justement le registre public d'accessibilité et bien préciser ses spécificités. Dans le registre, ce qui est important dans le registre, c'est de dire que l'accès est possible avec un matériel et une aide, quoi. Donc il n'est pas forcément nécessaire de décrire tous les équipements. Il faut ce qui est intéressant, c'est de savoir, pour la personne handicapée, de savoir que c'est accessible. Donc, après, les moyens qui sont utilisés, ils sont réglementairement autorisés, recommandés. Donc ça marche. Est-ce que je peux me permettre, de dire combien le travail qui est réalisé dans les commissions d'accessibilité est important. Je suis persuadée que le grand public ne mesure pas la charge de travail que ces commissions ont eu à absorber et absorbent encore, et ça n'est pas terminé, pour donner un avis sur ces ADAP. Et le niveau d'investissement et de compétences nécessaires pour faire ces instructions. Voilà. Et ça, à un moment ou à un autre, il faudra qu'on sache remercier ces commissions d'accessibilité qui ont travaillé à la mise en accessibilité effective de notre société. Ça, c'était le premier point. Et sur les chambres de commerce, ce que je voulais dire, c'est que la chambre de commerce et d'industrie, CCI France, a été un de nos partenaires les plus, j'allais dire, prolifiques, puisque grâce à l'investissement des chambres consulaires, la chambre de commerce et d'industrie France par exemple, on a pu disposer de dossiers adaptés à un certain type de commerce. Et puisque je suis là, j'en profite pour remercier CCI France. Mais aussi, on a eu des outils des dispositifs pour outiller la norme. On a une dérogation qui est possible, c'est la dérogation pour disproportion manifeste. Comment on la justifie, cette dérogation pour disproportion manifeste? CCI France a fait un modèle qui est tout à fait
retenu dans les commissions d'accessibilité comme étant un élément qui permet de prendre une décision éclairée sur cette demande de dérogation. Voilà. Et c'est pour ça que donc je remercie CCI France, mais il y a plein d'autres personnes à remercier. En fait, on a vraiment senti, à partir de 2015 et la mise en œuvre de cette démarche d'ADAPT, que tout le monde avait compris que l'accessibilité, c'était l'affaire de soi, en premier lieu, et pas uniquement, enfin de tous donc, et pas uniquement du propriétaire ou exploitant d'un établissement recevant le public. Et collectivement, je remercie tous ceux qui ont œuvré, donc les chambres consulaires, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les architectes, et bien évidemment les communes qui se sont acharnées à faire de la sensibilisation pour amener tout le monde dans le vaisseau de l'accessibilité pour le plus grand bénéfice de tous. Merci Madame Thorin. Monsieur Norman, vous vouliez Oui, je voulais rajouter un petit mot, puisqu'on en parle sur les rampes amovibles, parce que, évidemment, c'est un sujet, notamment lié au fait que c'est lié à l'occupation de l'espace public, qu'il y a des autorisations à avoir de la ville, que la ville d'ailleurs ne donne pas, ce qui est un sujet, hein, parce que il y a la nécessité, bien sûr, de l'encombrement de l'espace public, la question de l'encombrement de l'espace public, la question du partage de l'espace public, qui est un vrai sujet sur lequel nous travaillons. Dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure sur le label, on pourra peut-être imaginer des expérimentations sur des périmètres un peu particuliers, où on pourrait envisager, notamment sur ces questions de rampe d'accessibilité, de voir comment les choses pourraient être appréciées de manière un peu plus souple. La question qui est aussi posée par rapport à l'espace public, c'est aussi la nécessité de son adaptation aux différents usages. Vous savez, la ville de Paris a lancé le réaménagement de 7 grandes places parisiennes, et on a souhaité notamment lancer et travailler en concertation avec l'ensemble des associations, notamment des associations de personnes en situation de handicap, pour justement voir comment on peut du mieux possible partager les usages de l'espace public en prenant en compte ces questions d'accessibilité, puisque bien évidemment on peut parler d'accessibilité des bâtiments, mais l'accessibilité d'un bâtiment, s'il n'y a pas la mobilité et la possibilité pour les personnes en situation de handicap d'y accéder parce que la voirie n'est pas adaptée, parce que les transports ne sont pas adaptés, etc., je dirais on tourne en rond et on résout peut-être des difficultés, mais on en crée aussi d'autres. Donc il y a là aussi un vrai sujet de réflexion sur l'aménagement des espaces publics. Et en tout cas, on souhaite aujourd'hui, et la ville de Paris souhaite aujourd'hui, travailler en ce sens pour que la multiplicité des usages puisse être prise en compte. Merci Monsieur Norman. La parole est à vous. Si vous avez des questions, on a une dizaine de minutes. Bonjour. J'ai 3 petites questions. Je vais juste faire une remarque par rapport au registre d'accessibilité. Vous disiez tout à l'heure que le détail n'est pas forcément nécessaire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, dans le sens où vous disiez effectivement que ce registre est utilisé par les personnes handicapées pour préparer leur visite dans le lieu. Or, s'il n'y a pas le détail, ils ne peuvent pas préparer correctement leur visite. Donc je pense qu'au contraire, avoir un détail qui dit qu'il y a une sonnette pour pouvoir prévenir qu'on a besoin, qu'on vienne nous aider et mettre effectivement la rampe d'accessibilité s'il y a besoin, c'est nécessaire. C'était une petite remarque. Pour la chambre de commerce, je voulais savoir au niveau des entreprises comment ça se passait pour les domaines plus professionnels en dehors du commerce en soi. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de 2024, du tourisme que ça va amener, donc des commerces, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça apporte aussi pour les entreprises, est-ce que ça pousse aussi les entreprises à venir vous déposer des dossiers pour rendre accessibles leurs locaux?
Alors, il y a une commission qui travaille sur le Grand Paris et qui s'occupe effectivement des schémas et des schémas directeurs, on va dire ça comme ça. Donc, il y a effectivement une tendance à ce que les entreprises prennent en compte le souci de l'accessibilité. C'est un sujet qui devient d'actualité, vous avez raison. D'accord. Merci. Et dernière question, c'était sur... on a beaucoup parlé de l'accessibilité sur le terme de la mobilité, mais pas tant sur le côté numérique. Et encore une fois, pour la préparation des personnes avec handicap à leur visite sur les lieux, beaucoup utilisent Internet. Et je voulais savoir quelles étaient les choses qui étaient mises en place sur le plan numérique pour pousser les entreprises à adapter leur site Internet. Alors, l'accessibilité par le numérique, c'est un sujet en soi qui pourrait nous réunir pour les 2 mois à venir. On a bien évidemment investi aussi cette thématique et on en a fait l'objet d'une, j'allais dire, réflexion intense, mais c'est même d'une intense collaboration avec tous les acteurs de l'accessibilité par le numérique dans le cadre des assises de la mobilité dont vous avez peut-être entendu parler, qui se clôture le 13 décembre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et c'est la raison pour laquelle bien qu'ayant été en charge d'un atelier d'innovation sur l'accessible par le numérique, je laisserai le soin à ma ministre de faire des annonces mercredi prochain. Mais oui, bien sûr, le numérique est indispensable pour la préparation des mobilités des personnes handicapées, mais pas que. Parce que je pense à la RATP qui avait développé via Navigo avant qu'elle prenne en compte les déficiences possibles au titre des 4 grandes familles de handicap. Au départ, c'était réalisé pour l'ensemble des usagers. Donc oui, le numérique prend une part prépondérante dans la vie de la société. Et oui, bien sûr, plein de choses sont faites. Du reste, les établissements publics, de l'autorité publique, de la puissance publique, ont obligation de rendre leur site internet obligatoire, ainsi que les entreprises de plus de 200 000, ayant un chiffre d'affaires supérieur à 200 000 euros, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc oui, la construction de notre société numérique est en cours. Une loi a été prise sur le sujet, loi pour une république numérique. Et après, la création de la valeur ajoutée par des applications qui permettent de faciliter la mobilité, c'est encore devant nous. Et c'est vrai, c'est un petit peu le sujet qui était énoncé tout à l'heure par M. Nordman. Oui, il va falloir qu'on arrive à faire parler ensemble le monde du bâti, le monde des transports, le monde de la voirie et des espaces publics pour apporter une plus-value en termes de services. Voilà. Mais ça, je pense que ma ministre fera des annonces la semaine prochaine. Sur la question numérique, évidemment, c'est un sujet très important. Concernant les ERP de la ville, le projet un peu lié aux ADAPT, c'est la mise à l'ouverture et la mise à disposition de l'ensemble des données, ce qui va permettre, par le travail que nous souhaitons réaliser avec des startups, avec des associations, de créer des applications qui pourront être utiles pour la préparation des déplacements, etc. Donc on est évidemment très engagé dans cette démarche-là. On réfléchit aussi, je le dis, à revoir complètement le site de la MDPH pour
le rendre aussi plus fluide, la MDPH, la maison départementale du handicap, pour pouvoir aussi permettre de développer mieux l'accès des personnes aux informations. Voilà, donc on est pleinement engagé aujourd'hui dans cette réflexion. Merci. Simplement, il y aura une intervention dans la table ronde suivante sur la partie accessibilité numérique, c'est prévu. D'accord. Voilà. Alors, j'ai une question là, j'en aurai une deuxième devant après. Merci. Du coup, ça va peut-être être un peu redondant et il me semble que donc, Madame Thorin a déjà un peu répondu à la question. Donc moi, je suis Mathilde Tessier, je travaille comme chargée des publics spécifiques au musée de l'Orangerie. Et ma question était notamment pour Monsieur Normand sur... en fait, je souhaitais savoir s'il allait exister, tout comme c'est le cas pour les ERP, un agenda de mise en accessibilité. Donc peut-être que Madame Thorin pourra répondre également. Sur la voirie et les transports en commun, afin que nous-mêmes puissions, en fait, voilà, vous avez peut-être déjà un peu répondu à cette question et dit qu'il y aurait des interventions sur ce cas-là la semaine prochaine, voilà. Mais est-ce qu'il existera en fait un agenda qui nous permettra nous-mêmes de préciser sur nos sites internet qu'une accessibilité par les transports en commun sera viable dans un certain temps donné, ou voilà. Alors, quand on a parlé d'agenda d'accessibilité programmée, surtout pour le cadre bâti, pour les établissements recevant du public, mais il y a exactement le même dispositif pour les transports. Donc, 3 ans pour le transport collectif urbain, 6 ans, alors je veux dire 9 ans pour le ferré national, la SNCF grosso modo, et 6 ans pour l'interurbain et le ferré régional. Donc on a déjà un agenda d'accessibilité programmée pour les transports. Après, une fois que tout cela est accessible, la création de la valeur ajoutée, ce sont effectivement ces applications. Et ces applications, il y aura des annonces sur les conditions de la réussite de la mise sur le marché de ces applications, après une petite étape préalable, appelée par M. Norman, qui est la mise à disposition des données, et notamment de l'accessibilité, qui est obligatoire. Il y a déjà une loi sur le sujet, il y a un règlement européen aussi, en tout cas en matière de transport. Donc après, oui, il y aura des annonces mercredi, mais plus, non pas sur la date à laquelle vont sortir les applis qui vont bien, mais sur les conditions de la réussite à l'éclosion de ces services à valeur ajoutée. Merci. Oui, alors on a besoin d'un traducteur en langue des signes. Ouais. Pour savoir comment on fait la traduction. Oui. Oui. Il y a une question d'une personne qui signe. Il faut qu'elle la voie. Il faudrait qu'elle arrive à la voir. Oui. Devant la caméra. Claire, tu choisis le haut-parleur de l'ordi, tu coupes le micro, comme ça je vais mettre le micro dessus, d'accord? Est-ce que tu peux parler pour voir si on t'entend? Il y a une question d'une personne signante. Pardon. Tu la vois? Je t'entends pas par contre. Il faut que je t'entende dans la salle. Enfin, dans les haut-parleurs de mon ordi. Vas-y. Parfaitement. Allez, on y va. Claire? T'arrives? La lumière derrière vous. Alors, je vais profiter de l'interruption du son et de l'image.
Ça marche, hein? Là, c'est bon pour toi? Voilà, donc je suis la directrice adjointe. Alors, c'est un peu compliqué au niveau de la technique quand même, hein, quand on est sur place là. Bon, voilà, c'est quand même plus pratique quand il y a un interprète qui est là. Bon, il y a au moins de l'accessibilité, donc voilà. Moi, concernant l'accessibilité, je suis un petit peu inquiète par rapport justement à la traduction en langue des signes. Voilà, je trouve que justement, il n'y en a pas suffisamment dans les lieux. Les affiches, on n'a pas suffisamment d'accessibilité par rapport aux médias. Il y a peu de choses qui concernent les sourdes et les personnes malentendantes. Pour discuter avec les personnes à l'accueil, dans les différents services, on est bloqué au niveau de la communication. On manque aussi de signaux visuels, d'adaptation visuelle. Voilà, notamment par rapport aux alarmes incendie ou aux choses comme ça. Donc voilà, on s'est déjà réunis hein, par rapport aux sourds. Mais voilà, on manque d'adaptation par rapport aux personnes sourdes. Je vais peut-être répondre. Alors, c'est vrai que en matière d'accessibilité, on s'est occupé du handicap moteur depuis très longtemps, hein, 75 déjà. Voilà. La loi de 2005 a fait la part belle au handicap visuel, où on a rattrapé beaucoup de choses, et pas forcément avant 2005 tant pris en compte que ça le handicap visuel, et a fait quelques avancées sur le handicap auditif et le handicap mental. Mais vous avez tout à fait raison, je pense qu'il y a encore matière à faire mieux sur ces deux types de handicap, le mental et l'auditif. C'est dommage parce que c'est facile à faire. C'est facile à faire. Comme pour le handicap mental, je le disais, c'est surtout de la posture, de la communication. Voilà. Pour le handicap auditif, c'est aussi pas grand-chose à faire. C'est une attention, oui. Pensez au traducteur, à l'interprète, pardon, langue des signes. Et c'est sûr que si on a évolué aujourd'hui dans notre réglementation, c'est sans doute sur le handicap auditif. Du reste, pour y réfléchir sérieusement, on a l'intention, notre réseau scientifique et technique préféré a l'intention d'organiser un colloque sur le handicap auditif pour voir si on est obligé de faire de la réglementation ou si par des recommandations on peut arriver à mieux traiter la déficience auditive. Mais je suis d'accord avec vous, on a encore à travailler sur le sujet. Je salue quand même les efforts, parce que les efforts qui sont faits aujourd'hui dans ce forum accessibilité, parce qu'on est quand même connecté avec Axéo, que je remercie d'avoir fait la traduction simultanée tout à l'heure. Merci. Il reste encore peut-être 3 minutes. Voilà, 3 minutes pour une dernière question. Oui, bonjour. Fanny Mantel, ex-interprète en langue des signes. C'est un complet hasard si je retrouve Madame Levent
vice-présidente de la Fédération des sourds aujourd'hui. Je voulais simplement saluer toutes les expertises que vous menez sur le terrain pour vous rapprocher justement des acteurs qui mettent en accessibilité ces établissements pour tous ces publics-là. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Vous avez des associations, la Fédération nationale des sourds de France, l'Association française des interprètes en langue des signes, qui peuvent complètement vous accompagner dans la démarche justement d'accessibilité et l'expertise terrain. Un truc tout bête, on parlait tout à l'heure justement de d'envoyer par exemple un document avec accusé de réception pour pouvoir tracer ceci. C'est vrai que de l'extérieur, nous, on n'a pas du tout, on ne voit pas du tout le travail des commissions et de ce genre de choses en se disant, bah oui, ça tient à un timbre parfois de pouvoir tracer quelque chose. Moi, je vous dis un truc tout bête, il y a beaucoup d'interprètes qui se disent interprètes et qui ne sont pas diplômés. C'est tout bête. Un interprète en langue des signes, c'est 5 ans, c'est un master. Voilà, donc je vous remercie de nous avoir écoutés et voilà, je voulais simplement vous dire de faire très attention et d'être très vigilant sur cette mise en accessibilité, à savoir que voilà, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi dans l'urgence parce que justement on veut rendre accessibles les choses, mais au contraire, bien faire attention à ce que réclament les personnes sourdes. Merci. Alors, une ultime question peut-être? Non. Non. Donc merci à vous 4 pour vos interventions. Merci d'avoir participé. Et merci à Axéo et Tadeo pour la mise en accessibilité de cette première table ronde. Merci.